J'ai enfin le plaisir d'être reçu par Bernard Besançon, après avoir rencontré il y a 1 an et demi Catherine Biel, que je connais depuis beaucoup plus longtemps. En fin de compte, on n'a jamais tellement eu l'occasion de converser. Je ne veux pas non plus limiter votre personnalité au fait que vous occupiez de Maisonneuve. Non. Il y a eu un Bernard Besançon avant Maisonneuve. Oui, bien sûr. Ouais. Donc on va vraiment découvrir... Avant Maisonneuve et avant l'astrologie, mais enfin ça fait un moment que c'est astrologue. On va essayer, disons, de mieux préciser votre portrait, votre profil. Moi, je ne sais pas exactement. Mais enfin, on pourrait peut-être quand même commencer, puisque on peut toujours parler du passé du connu vers l'inconnu, commencer par quel est le projet donc, qui vous a amené à organiser un cursus astrologique assez structuré. Vous parlez de Maisonneuve. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous pensez apporter de ce fait? On a écrit ces cours avec Catherine il y a plus de 20 ans déjà, maintenant, enfin il y a à peu près 20 ans. Oui, Maisonneuve a été fondée en 89 et on avait commencé à les écrire un peu avant. Et on donnait parfois ensemble, parfois chacun séparé, des cours oraux pendant des années. Ah oui, depuis les années 76, 77. Voilà, depuis la fin des années 70, début des années 80. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient du mal à trouver des cours en province, en France, et parfois des gens qui étaient à l'étranger, qui nous appelaient, et qui nous disaient, vous ne connaissez pas quelqu'un dans tel pays, dans telle ville. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de faire des cours par correspondance. Qui deviennent de plus en plus des cours via Internet, puisque presque tout le monde a Internet et que ça fait gagner énormément de temps. On travaille à 90% maintenant via Internet. Il y a encore quelques personnes qui désirent travailler par correspondance, mais une toute petite minorité. Alors, peut-être que est-ce que je me trompe si je disais que ce qui différencie les cours par Internet ou par correspondance des cours sur place, c'est que peut-être que les gens cherchent davantage, mais c'est peut-être une hypothèse que je fais, est-ce qu'ils cherchent davantage à devenir des professionnels? Vous savez qu'un des problèmes de l'enseignement, c'est de savoir pourquoi faire. Oui, non mais vous voulez dire, ils deviennent davantage des professionnels. Est-ce qu'ils ont plus une motivation de devenir astrologue, ou si c'est simplement un travail sur eux-mêmes par le biais de l'enseignement? Écoutez, il y en a, je sais pas, il y en a peut-être 30 ou 40% qui souhaitent devenir astrologue professionnel. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et qui essayent de devenir astrologue professionnel, puisque chacun le sait, c'est une profession difficile, dont il est difficile de vivre d'ailleurs, puisque c'est quand même une discipline assez confidentielle, et que si on le fait avec une certaine éthique, on gagne pas facilement sa vie. Mais en même temps, il y a plein de gens qui le font pour leur intérêt personnel, qui le font souvent, on entend souvent la chose suivante, je le fais pour mieux comprendre les gens autour de moi, mes amis, ma famille, etc. C'est une des motivations pour beaucoup de personnes. Alors, justement, récemment, on a organisé un colloque, il y avait une dame qui suit les cours d'une autre structure, et qui disait qu'elle avait rencontré... Est-ce que vous organisez parfois des rencontres entre les étudiants? On l'a fait au début, mais on ne le fait plus tellement parce que c'est très compliqué. C'est souvent compliqué de réunir les gens au même endroit, au même moment. Ouais, parce qu'il y a des gens qui viennent un peu partout, il y a des gens qui sont très loin, parfois à l'étranger. Mais une fois par an, par exemple, une semaine, comme ça peut se... On ne l'a pas fait pour l'instant, mais rien n'est définitivement fermé. Bien sûr, oui. Et est-ce que les gens... est-ce que Alors, effectivement, il n'y a pas de... Vous ne connaissez pas les élèves en question. On ne connaît pas les élèves, sinon que certains élèves demandent à nous rencontrer quand même. Ah oui, et là on dit toujours oui. Individuellement. Individuellement. Et vous acceptez toujours. Oui, et on accepte toujours s'ils ont envie de nous rencontrer pour faire le point, pour nous voir, et pour avoir un contact parfois plus chaleureux, plus direct. Alors justement, c'est l'occasion il y a donc Mireille Petit qui souhaite vous rencontrer, justement. Alors, on va peut-être faire un petit break à ce niveau-là. Tu t'assois là. Et donc, tu as la chance de rencontrer un des animateurs de Maisonneuve et réciproquement. C'est-à-dire d'échanger, de faire le bilan un petit peu de ce qui s'est... De ce qui s'est passé pendant les cours.
Et pourquoi voilà. Vous avez été donc une élève de Catherine. Oui, moi j'étais une élève de Catherine. Enfin, c'est les mêmes cours Bien sûr. que l'on dispense tous les deux. Alors, Donc c'était un cas un peu particulier, après je ne sais pas si c'est un cas particulier, c'est quelqu'un qui a déjà un bagage, comme elle l'a dit tout à l'heure. Est-ce que souvent ce sont des débutants qui viennent vous voir, ou est-ce que ça peut être des gens qui ont qui sont un peu aguerris? ah non, mais il y a souvent des débutants, mais il y a tout autant souvent des gens qui ont des notions d'astrologie, qui ont suivi des cours, qui ont travaillé l'astrologie seuls, et qui ont envie de structurer leurs connaissances, À ce moment-là, d'approfondir certaines ils connaissances. s'inscrivent pas dans la première classe. Non, on fait passer des tests. Ah voilà, c'est ça. On fait passer des tests de connaissances pour les gens qui ont déjà des connaissances et qui ont des mal à les évaluer. Et Voilà, puis, c'est ça. on les oriente à partir de ce moment-là. Il n'est pas toujours nécessaire de tout recommencer au début, à condition que les gens aient les bonnes bases. Est-ce qu'il y a aussi un concours de sortie? Quoi donc? Un concours de sortie C'est pour pas un terminer. C'est pas un concours de sortie, il y a un petit examen final qui est un devoir comme un autre, sur lequel on ne juge pas les élèves que sur ce dernier devoir, on les juge sur toute leur scolarité, et on délivre un diplôme pour tous les gens qui ont été jusqu'au bout, et qui l'ont fait sérieusement. Ils ont droit à un diplôme. Malheureusement, on sait que les diplômes d'astrologie n'ont pas de valeur, puisque l'astrologie n'est pas reconnue de valeur légale, mais l'espère du sérieux de notre enseignement. Est-ce qu'ils n'ont pas de mémoire à rendre, des choses comme ça? Non, mais le devoir est un devoir un peu long et est un devoir qui permet de faire un peu la synthèse de tout ce qu'ils ont appris. Toi, tu n'en es pas encore là, donc Je Mireille. n'ai pas terminé. J'espère que tu vas avoir l'occasion de passer ce test et d'avoir ton diplôme. Oui. Vous avez arrêté il y a combien de temps de suivre les cours maintenant? Ah, ben je suis bloquée depuis pas mal de temps là. Pour des problèmes familiaux, ben, je dois m'occuper de ma belle-mère qui est très vieille. De toute façon, vous pouvez recommencer comme vous voulez. Oui. Il arrive souvent qu'on ait des élèves qui fassent des interruptions pour des raisons de la vie, qui sont moins disponibles par moment. Et Ouais, c'est vrai que j'ai commencé ce cours dans une période où il y a eu pas mal de remue-ménage, disons, dans ma vie, puisque je suis revenue d'Italie, notamment. Et donc, ça a perturbé pas mal. Oui. Mais bon, il y a également d'autres raisons. Bon, enfin donc, disons, voilà. Mais Donc, comment ça s'est passé non, alors? Je suis très contente des cours de Maisonneuve. C'était surtout au niveau de l'interprétation. Mais quand même que c'est très utile et également je trouve que ces cours sont, à part le fait qu'ils soient très clairs, il y a une espèce d'évidence, je dirais. C'est-à-dire quand on lit le cours, on arrive à faire le devoir tout de suite. C'est très curieux. ça voudrait dire que c'est très bien. Ça voudrait dire qu'on les a pas trop mal écrits, oui. Ah oui, ils sont très très bien écrits. Ouais. Et qu'on a été clair. Oui. Et donc, notamment, tu disais que tu avais fait une quarantaine d'interprétations, c'est ça, de thèmes, enfin, d'exercices. Beaucoup d'exercices, en fait. Oui, beaucoup d'exercices. Oui, c'est ce qu'on a toujours pensé quand on a écrit ces cours, c'est qu'il fallait que les gens appliquent tout de suite ce qu'on leur enseignait de façon pratique, parce que finalement, en astrologie, il ne s'agit pas d'avoir certaines connaissances, il faut les avoir, bien évidemment. Oui. Mais il y a un gros travail personnel à fournir et un travail de réflexion et de synthèse à faire soi-même. Et au niveau de l'écriture, au niveau de l'expression, disons. De la façon de seulement s'exprimer. une expression écrite, c'est également une expression verbale. C'est vrai qu'il n'y a pas le côté verbal, finalement, quelque Oui. part. Parce qu'un astrologue, c'est quand même quelqu'un qui parle. Il n'y a pas le côté verbal. Je parle des élèves. Oui, même. non, il n'y a pas le côté verbal, non, forcément, puisqu'ils écrivent. Mais, et puis il n'y a pas c'est en aucun cas comme à comparer une consultation où on s'adresse directement, puisqu'ils font un travail en aveugle, sans savoir de qui il s'agit, Oui. et puis qui n'est pas destiné à la personne. Mais on peut qu'on parle ou qu'on écrive, ce qui est intéressant d'apprendre en astrologie, c'est de savoir choisir le bon mot pour parler des autres.
Et c'est pas tellement, très souvent, il y a des élèves qui commettent l'erreur au départ, par exemple, quand on leur apprend les premières notions, de vouloir trop vite, à partir de quelques éléments, faire des portraits beaucoup trop entiers des personnalités. On les arrête tout de suite, puisqu'il y a tout le reste du thème. On va graduellement. Si à partir, par exemple, juste, on peut dire des choses à partir des dominantes ou de la répartition planétaire, mais certains élèves sont tentés parfois d'aller trop loin et de vouloir faire un portrait complet à partir d'éléments incomplets que donne le thème. Oui, alors justement, ça pose un problème assez récurrent, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut, complet ou incomplet, est-ce que, au final, on est dans l'incomplet, mais en même temps, bon, par exemple, si je dis, vous êtes un homme, c'est à la fois incomplet, mais c'est quand même vrai. Donc on peut avoir des approximations successives, mais ça ne veut pas dire que le premier degré soit faux. Il est simplement insuffisamment précisé. On ne peut pas uniquement travailler sur des cas particuliers, il y a aussi des appartenances. Non, mais tout à fait. Mais ce que je voulais dire, je ne sais pas si vous faites allusion à ce que je voulais dire, c'est que l'astrologie permet de faire un portrait psychologique d'une personnalité. Là, je parle au niveau enseignement. Au niveau enseignement, il y a une façon d'aborder un thème. On essaye de donner une méthode pour aborder ce thème dans nos cours. Et une méthode progressive. Il y a un début, il y a un ordre qu'on donne pour que les gens puissent s'en sortir, parce que la grande difficulté en astrologie, c'est de savoir faire les synthèses de tous les symboles qui figurent dans un thème, et ils sont nombreux, et de savoir ce qui domine et ce qui ne domine pas, ce qui est secondaire et ce qui ne l'est pas. Et l'astrologie, de toute façon, peut faire un portrait psychologique détaillé d'une personnalité, mais s'arrête toujours au vécu de la personnalité. On ignore comment le thème est vécu dans la réalité. De toute façon, c'est la limite de l'astrologie. Oui, c'est déjà pas mal qu'on puisse faire un portrait psychologique sans connaître quelqu'un. C'est peut-être ça qui est miraculeux, d'ailleurs. Et on arrivait à évaluer également le métier de la personne, parce que je me souviens que dans les cours, à la fin, on nous demandait quel est le métier de cette personne. On peut dire aussi ce pourquoi, à travers l'orientation professionnelle faite par l'astrologie, c'est pourquoi il fait une personnalité. Cela dit, les gens n'exercent pas forcément les métiers qui leur ressemblent. La majorité même ne le fait pas. Mais j'ai quand même eu la satisfaction de... Enfin bon, je ne sais pas si c'est mon mérite, mais d'avoir trouvé presque toujours quel était le métier de la personne, plus ou moins. À part quelques C'est-à-dire qu'on choisit quand même des cas qui fonctionnent bien. Oui. Non, puis c'est qu'elle a su discerner dans le thème les bons éléments pour faire son diagnostic aussi. Oui, bien sûr qu'on donne il y a tout un endroit où on donne des thèmes sans dire qui c'est, mais de gens publics, pour que ça parle aux gens après. Mais par exemple, dans le 3e cycle, le dernier cycle, on donne plus de gens publics et on passe à des anonymes. Oui, mais quand on connaît un petit peu, dont le thème n'est pas complètement, dont on correspond en gros quand même à la personne. Oui, oui, vous avez raison, parce qu'avec certaines personnalités publiques, leur thème ne leur correspond pas. Enfin, je veux dire, il n'est pas évident entre l'image qu'on a de quelqu'un de public et la réalité de sa personnalité, et il peut y avoir de sacrées divergences. Il y a des gens qui ont des images qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont en réalité. Bien sûr. Mais enfin, en général, on essaye dans les cours de donner des gens qui correspondent à ce qu'on connaît. C'est plus encourageant, oui, effectivement. Oui. Pour peu qu'on suive la méthode que vous avez enseignée. Voilà, on essaie d'enseigner. En fait, les gens ont beaucoup de mal, seuls ou même à travers certains autres cours, à savoir comment aborder l'interprétation. D'accord. Hein, c'est la difficulté que rencontre la majorité. C'est la grande difficulté en astrologie, d'ailleurs, c'est de faire la synthèse de tous les éléments. C'est ça qui est difficile. Et très souvent, beaucoup de gens sont, enfin, pas tous, mais beaucoup de gens sont quand même surpris. Ils pensaient que l'astrologie était plus facile à apprendre, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre les différents symboles astrologiques, mais en fait, ça s'appelle une réflexion personnelle. On peut vous apprendre toutes les bases, si vous-même n'arrivez pas à y mettre du vôtre et à utiliser à la fois votre raison et aussi une partie de votre intuition,
ça reste difficile. Mais et ça vous le... Donc finalement, ça veut dire qu'ils savent que les connaissances qu'on leur donne ne suffiront pas finalement à... Ben, ils se rendent compte au fur et à mesure qu'ils suivent les cours que sans effort et motivation personnelle, ils n'arriveront pas à un résultat satisfaisant pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'arrêtent d'ailleurs. Il y a des gens qui lâchent au milieu du cours. Tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Alors il y a des gens qui disparaissent pour des raisons familiales. Ça arrive. Dans la période qu'on vit depuis 2-3 ans, ça arrive plus fréquemment qu'avant. Parce que les temps sont troublés pour tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Les gens peuvent laisser tomber parce que tout d'un coup, ils n'ont plus d'emploi, parce qu'ils ont des problèmes familiaux. Disons que c'était un luxe quelque part. Dans mon cas, je ne me suis pas pressée parce que je n'avais pas un objectif professionnel à faire. Oui, et puis on n'est pas obligé. Exactement. Je me suis dit, dans le fond... si on le fait pour son intérêt personnel, on n'est pas obligé, le temps compte moins. Vous n'avez jamais envisagé, Bernard Besançon, une forme de didactique un petit peu avec des stagiaires qui viendraient un peu assister on va dire comme on fait dans certaines professions, c'est-à-dire qui suivent des consultations par exemple, qui assistent à des consultations. Parce que la consultation, c'est quand même un grand mystère. On en a parfois filmé, mais enfin, généralement... c'est très difficile. Pourquoi? Parce que moi, on m'a déjà proposé de venir filmer des consultations, etc. J'ai toujours dit non pour les gens. Pour l'astrologue, il a un droit de réserve, et puis il a un droit de discrétion vis-à-vis de sa clientèle. Bon, alors évidemment, on peut toujours trouver quelqu'un qui accepte une consultation. On peut demander. Pourquoi pas? Mais de là à faire assister un élève à des consultations privées, c'est quand même un peu difficile. C'est un dilemme, parce que effectivement on comprend pourquoi il ne le ferait pas, mais en même temps, ça va lui manquer. Ouais, mais en même temps, je veux dire, il se crée entre la personne qui consulte et l'astrologue, il se crée toujours un rapport particulier. Je veux dire, s'il y a une tierce personne, même si la personne est désinhibée, est en confiance, je parle de la personne qui consulte, c'est pas tout à fait pareil, il y a certains sujets qui ne seront pas abordés. Donc c'est pas tout à fait la réalité peut-être d'une consultation qu'on a peut-être. Oui, mais effectivement, c'est vrai que... Alors qu'est-ce que vous pensez, je passe un peu du coq à l'âne, pas vraiment, la consultation par téléphone? Oui, j'en fais moi. Oui, donc parce que on pense à la consultation, enseignement par correspondance. On pourrait imaginer des gens qui ont des consultations, qui ont appris par correspondance et qui après, finalement, vont pratiquer par téléphone. C'est-à-dire que il y a une sorte de logique à ça, quelque part. C'est-à-dire que il n'y aura jamais de contact, finalement, direct. Moi, je pense que pour faire des consultations par téléphone, il faudrait être assez expérimenté dans la consultation. Ah, d'accord. En tête-à-tête. C'est pas conseillé pour les débutants, en fin de compte. C'est plus difficile pour les débutants. Ah oui. Je pense, je me mets à leur place, je pense que c'est plus difficile. Moi j'en fais, quand j'étais tout débutant, j'en faisais pas par téléphone, mais bon, maintenant j'en fais régulièrement. Moi j'ai l'habitude de contact avec les gens, j'ai l'habitude de parler avec les gens, et puis il y a parfois des gens à qui je le fais qui sont venus me voir. Et qui ne se redépassent plus parce qu'on se connaît déjà. Et qui voient, donc, voilà, ça arrive aussi. Mais n'empêche que par téléphone, on a quand même un vrai contact. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que par téléphone, les consultations durent toujours moins longtemps. Elles sont plus brèves parce qu'on en dit plus. Ah oui, d'accord. On est plus concentré. J'ai remarqué tout simplement parce que moi j'enregistre souvent mes consultations pour envoyer un témoignage aux gens, donc je vois bien la différence de temps qui passe. Donc, effectivement, non, ça c'est un argument qu'on n'avait pas songé, effectivement. Alors, je voudrais un peu revenir sur parce que finalement, vous-même, quelle est la part des deux, Catherine Aubier et vous, dans l'enseignement? Parce qu'apparemment, c'est pas vous qui vous occupez de gérer ou alors vous avez des élèves à vous, des élèves dont vous occupez. Non, on se partage des élèves. C'est ça, voilà. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Par ordre d'arrivée. Ah oui, par tirage au sort. Voilà, non pas par tirage au sort, Catherine en prend un, après moi oui, c'est ça. etc. Parfois, il y a des gens qui souhaitent travailler, c'est arrivé avec l'un ou avec l'autre. On propose toujours aux gens, si vous préférez travailler avec l'un ou avec l'autre. Oui, un homme ou une femme. Exclusif, oui, un homme, une femme. Il y a aussi, comme Catherine a beaucoup écrit de livres, bah oui. et qu'elle est souvent plus connue que moi d'un certain public, s'ils veulent travailler avec elle, j'en prends aucun nombrage.
on n'est pas en rivalité ni en recherche de pouvoir l'un par rapport à l'autre, par rapport à ça. Mais est-ce que c'est indiscret de vous demander comment s'est fait cette association il n'y a pas tellement de... C'est l'idée de travailler ensemble, je ne sais pas, de conjuguer vos... C'est Catherine qui a eu l'idée au départ. Et puis moi je l'ai trouvée intéressante, et puis elle m'a dit si on le faisait ensemble, est-ce que ça te plairait, etc. Parce que en dehors des rapports au début, moi j'ai été l'élève de Catherine Aubier. Ah oui, d'accord. Moi j'ai appris l'astrologie avec Catherine. Donc au début c'était mon professeur, et ensuite on est devenu, par des concours de circonstances qui sont arrivés dans sa vie, on est devenu plus proches et amis, et elle me l'a proposé en tant qu'astrologue, mais aussi en tant qu'ami. Et comme on a une excellente comparaison de thèmes pour faire ce genre de choses, et même en général, on a décidé de le faire ensemble. Et c'est vrai qu'on fonctionne bien. Enfin, je veux dire, on a un rapport harmonieux par rapport à Maisonneuve. On est rarement en désaccord sur quelque chose. Oui, il y aurait des causes de désaccord par rapport au... Non, dans une association, il y a toujours des causes de désaccord. Ah oui, d'accord. Je parle au niveau des personnalités. Ouais. Ben justement, Mireille Petit, elle a créé un site d'astrologie relationnelle, même bien qu'elle ait terminé sa formation. C'est un peu ça qui m'a ralenti, que j'ai eu l'opportunité de créer ce site, et bon, il a fallu que quelque part je fasse un choix. Et ensuite, ça m'a entraîné sur des exercices justement liés à la synastrie. Justement, quand j'étais en train de faire les devoirs sur la synastrie, c'était une bonne application. Mais vous avez un site d'astrologie relationnelle, c'est-à-dire que propose votre site? Des études, mais disons dans une dimension plutôt pluridisciplinaire, puisque je présente des livres également de psychologie, je présente de la poésie, enfin bon, c'est quelque chose d'assez... Donc des études sur les personnages. Sur les personnalités, mais par plusieurs méthodes, autrement dit, non? Oui, parce que il n'y a pas que l'astrologie. Non. C'est-à-dire les études de thème sont automatiquement oui, ça, c'est astrologiques. Ouais. Mais disons que je propose également des personnes, enfin des astrologues qui ne sont pas forcément connus, ou français même d'ailleurs, parce que j'ai une amie italienne qui a fait des études sur mon site. Donc c'est pas seulement moi qui fais ces études. Vous faites appel à des astrologues pour les faire, vous voulez dire? Non, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes, et donc où on me les a proposées. Ah, d'accord. Par exemple, le thème de Marie Carmela, c'est une amie italienne qui l'a conduit. C'est intéressant de faire des portraits d'écrivains. Voilà, moi j'aime beaucoup l'astrobiographie, je dois dire. Oui, il faut comprendre parce qu'on aime ça aussi. Oui, c'est très très intéressant parce qu'on étudie la vie de la personne, enfin une personnalité bien sûr. Et on voit à quoi ça correspond. Et on voit à quoi ça correspond. Et moi j'aime beaucoup l'après-coup, j'aime beaucoup l'étude après-coup. Moi, en fin de compte, l'astrologie, c'est une manière de comprendre et de confirmer. Plus que de prévoir, moi je ne suis pas tellement prévisionniste, je dois dire que j'ai une opinion sur la prévision qui n'est pas très bonne. C'est peut-être une opinion sur l'usage de la prévision, plus que sur la prévision elle-même. Parce que la prévision dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait. Elle peut être anxiogène. Personnellement, je considère. Elle peut être anxiogène, oui. Peut-être anxiogène. Donc, si on vous dit que vous avez un ciel catastrophique, vous voulez dire, à venir. Ça, je ne pense pas quand même qu'on le dise. Hein. Non, mais il y a une façon de le dire. Voilà, il y a une façon de le dire. Vous savez, même les sous-entendus peuvent être anxiogènes. Le non-dit, oui. Si vous dites à une personne, vous allez avoir des changements dans votre vie cette année. Ça, à mon avis, c'est déjà trop. Mais c'est pas ça. En général, les gens qui viennent voir des astrologues, ils vous demandent ce qui va se passer. Oui. Ce qui peut se passer. Voilà. Hein, c'est-à-dire c'est eux qui sont demandeurs. C'est ça. Et donc bien sûr que si
si on le disait aux enfants qui le demandent, ça serait terriblement anxiogène. Mais je veux dire, les gens ont une exigence d'ailleurs beaucoup trop grande souvent par rapport à la prévision. Moi-même, je suis toujours obligé d'expliquer quand les gens prennent rendez-vous et qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas comment se travaille, que je ne vais pas leur dire des faits précis, mais que je vais plutôt leur dire à travers la prévision ce qu'ils vont ressentir dans telle ou telle période et dans tel ou tel domaine. Parce que à mon sens, c'est ce que permet l'astrologie. C'est surtout ce qu'on va ressentir. C'est-à-dire, par exemple, on peut voir dans une période, on va être frustré affectivement ou pas en forme affective, sans savoir la raison pour laquelle on l'est, pour laquelle on l'est pas, mais on peut vous dire, tiens, dans telle période, parfois c'est pas forcément une raison d'ailleurs, on peut avoir un spleen affectif sans forcément un drame qui court. Absolument. On n'est pas toujours en forme. Je suis assez... Enfin, c'est ma façon d'appréhender l'astrologie et je l'ai testé, enfin moi je l'ai vécu également ce problème. Donc je l'ai mûri avec le temps et actuellement je suis assez catégorique sur cette question, c'est-à-dire que on doit traiter les problèmes que la personne nous présente sans aller au-delà de certaines limites. C'est-à-dire dans la prévision, ne pas dire certaines choses qui pourraient, disons, créer un conditionnement. Là où vous avez raison, c'est que de toute façon, on ne parle pas à n'importe qui, n'importe comment, déjà. C'est-à-dire, l'astrologue, il doit quand même, en face de la personne qui lui demande, parce qu'il y a une pression des gens sur le futur. C'est les gens qui demandent beaucoup ça. C'est pas l'astrologue qui propose. Moi, je sais que personnellement, ça m'intéresse plus de travailler sur le thème et sur ce qu'on peut dire sur une personnalité à travers un thème que sur le côté prévisionnel. Mais si on ne faisait que ça, il y a peu de gens qui viennent nous voir. Ils veulent tous un prolongement sur le futur et savoir comment se guider, parce que c'est ce qu'ils recherchent. En fait. Ils veulent un avis. Oui. Hein? Mais ça, c'est tout à fait humain, de toute façon. Oui, c'est-à-dire les gens demandent énormément. C'est tout à fait humain. Moi-même, j'ai déjà consulté même des tarologues, des amis. Allez, tu me tires les tarots. Parce que c'est tout à fait humain. Ah oui. Oui. Mais c'est l'astrologue qui doit savoir. C'est ça, d'abord ce que vous voulez vous dire. Quoi dire. Et puis on ne parle pas à des gens dans une situation de fragilité ou avec des natures fragiles psychiquement de la même façon que des gens solides les pieds sur terre. C'est-à-dire il faut aussi qu'on soit psychologue et qu'on tienne compte et de la personnalité de la personne qu'on a en face de soi, et également de l'état dans lequel elle est. Je veux dire, on pourrait, pour rebondir sur ce que vous dites, Bernard Melançon, dire que la personne captera ce que vous lui dites par rapport à son état psychique. Voilà. Donc s'il est dans un état psychique dépressif, tout ce que vous lui direz, elle va le capter dans ce sens-là. C'est ça, oui. Et si elle est dans un état psychique euphorique, elle va garder, elle va reconserver que ce qui va... Donc, en fin de compte, la personne se nourrit de ce qu'elle entend. C'est pas et comme... puis elle écoute ce qu'elle veut bien entendre. Voilà, c'est ça. Donc c'est là qu'il y a une différence entre Mireille et vous, c'est que il semblerait, en écoutant Mireille, qu'elle pense que l'astrologie est capable de parler de ce qui réellement se produira, et non pas de ce qui sera ressenti comme tel. Et c'est la différence entre l'astrologie et l'astromancie. Non, c'est pas vraiment ça. Quand tu dis, par exemple, il y a des choses à ne pas dire, d'une certaine manière, on peut pratiquer une astrologie où il n'y a pas à dire ou à ne pas dire. Si on a un certain discours qui est relativement cohérent et fluide, on s'en tient à ce discours-là. Les choses qui ne sont pas à dire, ce sont des choses qui relèveraient davantage d'une forme de divination, à la limite. En général, l'astrologie humaniste dit toujours, on parle d'un climat, on ne parle pas de choses, disons, bien précises, catégoriques, on parle d'un climat. Mais même ce climat, ça peut être trop, à mon avis. Mais bon, ça c'est tout à fait personnel, je ne mets pas... Oui, non, mais je comprends que vous avez raison, par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise dans ce domaine je l'ai déjà fait parce que j'ai consulté quand même pendant 10 ans en Italie. Ça m'a tout de même mis le pied à l'étrier, si on peut dire. Et je ne l'ai pas fait en France. Pourquoi? Parce que j'ai remis en cause justement la prévision. Et comme les personnes sont très demandeuses en prévision, automatiquement ça me met, disons, oui, mais enfin, on pourrait dire aussi que même le portrait psychologique peut aussi
être mal vécu. Si on veut aller jusqu'au bout, on peut aussi se poser des questions sur ce qu'on peut dire à la personne sur elle-même. Oui, si par exemple vous parlez à quelqu'un, on parle souvent en astrologie, de la psychologie, etc., donc de l'enfance, ou du climat pendant l'enfance. Si vous parlez à quelqu'un des images parentales, et que cette personne n'en a pas conscience, vous pouvez éventuellement heurter les gens ou trouver tout d'un coup un mur devant vous, quelqu'un qui vous dit je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il ferait mieux de ne pas faire d'astrologie du tout. Non, personnellement, ma méthode est celle-ci. Moi, j'écoute énormément les personnes et je confirme par le thème. Donc, je ne dis pas de choses qui n'ont pas été dites. Alors, on va me dire, bon, après, ça sert à l'astrologie. Non. C'est qu'avec le thème, on a une confirmation et après, on peut effectivement déduire des choses, même au niveau prévisionnel. Mais cette interrogation au départ, ce questionnaire, à mon avis, est absolument indispensable. On n'est pas des devins, voilà, c'est ça que je veux dire. Non, et là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas asséner à tout prix à tout le monde ce qu'on peut voir dans un thème d'office, sans qu'il y ait une demande de la personne ou une réceptivité de la personne à ces choses-là. Oui. Ce qui s'appelle être psychologue, enfin faire preuve de psychologie dans ce sens-là. Mais c'est vrai que ça peut être traumatisant autrement. Ça peut être aussi, il ne faut pas vouloir, sous prétexte de démontrer qu'on sait beaucoup de choses. Oui, et que les images parentales sont vraies. Voilà, etc. Il ne faut pas heurter les gens, il ne faut pas prendre le risque d'heurter les gens qui ne veulent pas être heurtés. Ou qui ne sont pas prêts d'en parler. Par exemple, quelqu'un avant 30 ans, c'est rare que les gens soient complètement conscients des images parentales avant la trentaine. Oui. Ils ont du mal, ils n'ont pas assez de recul, sauf quand il s'est passé des choses vraiment rédhibitoires, des faits. Oui, ils vous en parlent eux-mêmes d'ailleurs. Voilà, à ce moment-là, ils en parlent. Mais autrement, s'il n'y a pas eu de drame précis, les gens ne sont pas tellement conscients. Et c'est normal. C'est d'ailleurs très intéressant parce que vous traduisez avec le thème ce que vous dit la personne. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que ça? Enfin bon, moi je trouve ça tout à fait... Mais on pourrait se demander à ce moment-là, justement, le point qui est soulevé là, c'est peut-être ce que les gens attendent. Ils veulent, c'est une position qui est peut-être un petit peu... je me demande si les gens ne souhaitent pas s'assurer que ce qu'ils vivent s'inscrit dans une logique cosmique, quelque sorte. Également. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir ça, c'est-à-dire, tiens, vous avez une période de changement brutal, ou vous avez une période de frein, après tout, est-ce que c'est pas explicable par quelque chose? Tout à fait. Le fait qu'ils voient quelqu'un d'extérieur avec une connaissance qu'ils n'ont pas, qui leur dit, mais c'est pas étonnant, vous avez un carré de Saturne, etc. Et puis, on peut leur dire aussi, on peut limiter les choses dans le temps avec la prévision. On peut dire, à partir du moment où vous avez plus transit, ça va se débloquer. Voilà. Donc, on peut leur donner, on peut leur parler d'un délai, quand ce sont des périodes difficiles ou contrariantes, on peut leur dire comme ça ira mieux. Bah, bien sûr. Donc, ça fait du bien à ce moment-là. Non, mais il faut essayer quand même, je veux dire, je m'en rends compte depuis longtemps, mais je m'en rends compte de plus en plus. Les gens, quand ils sortent de chez un astrologue, ils doivent se sentir quand même, en principe, bien. Oui. C'est-à-dire renforcés, et puis avec quelqu'un avec qui ils ont pu échanger quelque chose. Oui, mais renforcer. La question qui se pose, c'est en quoi l'astrologie peut-elle renforcer, justement, c'est la question. Eh bien, en rassurant, justement. En rassurant. En quoi peut-elle rassurer? On retombe au même problème. Qu'est-ce qui est rassurant et qu'est-ce qui est renforçant? La première chose qui est rassurante, c'est le sentiment, je pense, vous allez me dire si vous êtes d'accord, le sentiment pour les gens, quand on leur parle de leur thème ou quand on discute à propos de leur thème, même si eux racontent des choses et on réagit par rapport à ce qu'on raconte, ça va dans les deux sens en général, c'est qu'ils voient ils sentent qu'on les comprend. Et qu'on comprend leur réaction, leur personnalité. Et qu'on comprend ce qui leur arrive aussi. Non, mais alors sentir qu'on est compris, déjà ça met en confiance et ça rassure. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas simplement, c'est pas rassurer pour rassurer, c'est qu'est-ce qui rassure. Voilà. Qu'est-ce qui va rassurer? Parce qu'il y a par exemple des gens qui sont ceux qui ont des surmoi très importants dans leur thème et qui sont très sous le coup d'un milieu ou d'une éducation rigide, etc. Et on peut leur faire du bien en leur disant certaines choses et en leur disant, sachant ce qui leur appartient à eux et ce qui appartient à leur milieu ou leur famille. Enfin, je pourrais comme dire que parfois, c'est justement ça, ce n'est pas rassurant.
Par exemple, bon, on tombe dans ce qu'on appelle par l'astrologie karmique, c'est pas pour l'astrologie karmique, par exemple, on va vous dire, ouais, vous allez voir l'astrologue karmique, vous allez lui dire qu'il vous est arrivé certaines choses, il va vous dire, ah, mais c'était normal, ou c'est normal, ou ça devait se produire, ou c'était prévu que ça se produise. Bon, alors, au lieu d'en faire quelque chose qui pourrait être complètement aléatoire et contingent, on va lui donner une importance particulière. Et ça, c'est pas forcément rassurant. Imaginez que tout d'un coup, il vous arrive quelque chose d'assez effrayant par hasard. Bon, et deux choses l'une, ou bien vous dites, bon ben, ça c'est quelque chose, bon ça s'est produit, ça aurait pu ne pas se produire, etc. Et ça me rassure. Mais ça peut aussi, ça peut m'inquiéter aussi qu'on me dise que je suis voué à vivre ça. Mais c'est bien pour ça que je pratique pas l'astrologie karmique, moi. C'est parce que tu tiens pas le genre de discours. Non, mais je veux dire, même si on rentre pas jusqu'à ce parce que vraiment, il y a un discours déterministe, forcément. Vous devez vivre ça. La caricature de l'astrologie karmique, c'est un peu, vous devez vivre ça parce que vous payez des fautes dans notre temps, dans notre monde, ou d'une autre incarnation. Mais si on explique ça, non, mais même si on rentre pas dans cette idéologie-là, il y a quand même le risque comme là, dans ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, effectivement, on va expliquer à la personne, même sans rentrer dans les détails, pourquoi il lui est arrivé ceci. Et ça, c'est peut-être déjà pas rassurant du tout. Non, mais... C'est rassurant intellectuellement, de comprendre, mais c'est pas rassurant de savoir que ça devait se produire. Mais ça dépend, par exemple, quelqu'un qui a dans son thème ce qu'on appelle, en jargon astrologique, une structure affective dissonante. Ça va être quelqu'un qui vit souvent mal le sentiment, ou qui a des aventures qui ne trouve pas la bonne personne, etc. Enfin, le problème de la vie. Hein. Si on explique à cette personne son schéma d'échec, entre guillemets, et que parfois en discutant avec elle, avec cette personne, on trouve une raison de ce comportement, parce qu'il s'est passé sur le plan familial, à l'enfance, problèmes parentaux, etc. Et tout, on peut l'aider à faire des grands pas sur elle-même et savoir que, au contraire, c'est pas une fatalité d'aller à chaque fois qu'il y a une relation affective, d'aller vers un échec, et que en dépassant sa blessure initiale, elle peut évoluer et aller et positiver les choses. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Oui. C'est-à-dire, quand on voit une problématique, on en a tous des problématiques, il faut essayer de donner aux gens une porte de sortie, une voie d'évolution. Ils y arriveront ou pas, c'est pas en une seule séance, mais en une seule séance, il peut y avoir une prise de conscience. Et quand les gens viennent vous revoir, s'ils viennent vous revoir régulièrement, on peut en parler à travers leur vécu. Et ça peut s'enseigner, pour revenir à la Maisonneuve, ça sont des choses qui peuvent s'enseigner, par exemple, trouver une porte de sortie, par exemple, pour quelqu'un, par rapport à son thème. Ah ben, il y a ce que son thème aussi appelle l'échappatoire. Oui, non, mais ça peut s'enseigner en partie, oui, en partie. Par exemple, la répartition planétaire, quand il y a des thèmes de grande tension, ce qu'on appelle des thèmes de carré fermé, il y a techniquement dans le thème, s'il y a une structure de trigone et de sextile, une porte de sortie. Ah oui, donc ça, il y a une solution technique. Voilà, ça on peut l'enseigner en partie. Oui. Mais souvent, c'était aussi, comme vous dites tout à l'heure, c'est un peu le savoir-faire, l'expérience de l'astrologue. C'est aussi l'expérience de l'astrologue. Qui va trouver, par rapport à son expérience de vie, des solutions. Mais il faut s'efforcer, s'efforcer, il ne faut pas si on s'efforce pour ça. Moi, je suis astrologue, j'aime beaucoup la consultation parce que j'aime bien la communication avec les gens. Parce que c'est mon tempérament de communiquer. Le soleil en maison 3. Vous recevez quand même souvent. Dans un signe d'air, j'aime les contacts. Je suis quelqu'un qui en dehors de ma profession, qui me régénère au contact des autres. Je déteste ne pas avoir de contact. Pourtant, je suis solitaire. Enfin, ça, c'est autre chose. Quelque part, je suis solitaire aussi, mais j'aime bien les contacts, j'aime bien la communication, j'aime bien comprendre les gens. Ce qui est intéressant, c'est montrer de l'empathie. C'est très enrichissant. C'est enrichissant pour les gens et c'est enrichissant pour vous-même. Une bonne consultation, quand elle se passe bien, vous en sortez aussi enrichi que la personne. Ah oui, d'accord. C'est pas le but. Il faut penser à la personne avant, parce que là, on travaille et faire professionnellement, c'est apporter le maximum aux gens. Mais quand ça se passe bien, et ça se passe bien souvent, parfois un peu moins bien, c'est jamais parfait. C'est un échange. C'est un échange. C'est nourrissant. Quand vous avez affaire à des problèmes qui sont importants, et on sent bien qu'on n'a pas grand-chose à proposer à la personne. Écoutez, ça m'est arrivé et je dois dire que c'est pas facile. Ben, moi récemment, j'ai vu quelqu'un dont vous ne me rappelez plus, que j'avais vu il y a 1 an et demi,
dont je ne me rappelais plus, parce que je ne l'ai pas gardé, je dois avoir une mémoire sélective comme tout le monde, je ne l'ai pas gardé en souvenir, parce que c'était pas un très bon souvenir de consultation. Et c'est un homme qui est revenu, un homme d'une 50aine d'années, son questionnement principal, et c'était le même il y a 1 an et demi, quand est-ce que mes parents vont mourir? Parce que j'ai envie d'avoir la paix. C'est ça. Et au second rendez-vous, il m'a dit triomphalement, ça y est, ma mère est morte. Alors, voilà, il y a déjà un de réglé. Alors maintenant, pour mon père. Bon, alors, je vais essayer de voir pourquoi il avait un discours aussi cynique, parce qu'il vous dit ça d'un ton joyeux avec un grand sourire. Vivement qu'il meurt. Et finalement, il vous apprend que Nathan, en fait, c'est une façon cynique de dire qu'il n'en pouvait plus de l'attachement de fils unique qu'il avait avec sa famille et qu'il avait un grand désir de liberté. Et il pensait qu'à partir du moment où ses parents étaient morts, il avait gagné sa liberté intérieure. Et moi, j'ai essayé de l'entraîner en lui disant que la liberté intérieure, elle ne se gagne pas forcément quand les parents disparaissent. Si vous n'avez pas réglé votre problème avec eux, ou si vous n'avez pas travaillé sur vous-même, mais vous ne voulez rien entendre. C'était la mort des parents qu'il fallait, et enfin il est libre. Parce qu'il était trop attaché. C'est quelqu'un du signe du temps. Donc finalement, là, il y a eu la part de l'astrologie, mais aussi une part aussi... Oui, mais il m'a poussé au téléphone, j'ai encore repoussé la dernière fois qu'il est venu me voir. Il dit pas, il sait qu'il ne peut pas dire la date de la mort de mon père, mais c'est ce qu'il vous demande de façon déguisée. Oui. Quand est-ce que je vais hériter, quand est-ce qu'il va avoir des problèmes, enfin bon, il tourne autour. Quand est-ce qu'il y aura des changements? Voilà, quand est-ce qu'il y aura des changements. Et ça, moi, je refuse. Des sous-entendus, effectivement. Et ça, je refuse toujours de parler de ce genre de choses, d'abord parce qu'on n'en sait rien. On n'est jamais sûr. On peut voir quand quelqu'un va avoir des problèmes avec un père ou une mère, mais il ne s'agit pas de s'amuser à faire des prévisions sur la mort. C'est-à-dire que M. Besançon, il y a dans l'astrologie des choses qui le permettraient. C'est-à-dire que dans la tradition astrologique, il y a des choses qui le permettraient. Il y a peut-être des choses de la tradition astrologique qu'il ne faut pas forcément utiliser. Voilà. On n'est pas obligé d'utiliser ce genre de choses. Oui, il y a des choses qui pourraient le permettre. Ben, quand il y a un grand éloignement, un transit de Neptune très important à la Lune ou au Soleil, selon les thèmes, ça peut être parfois, surtout que là, par exemple, le ciel est très conflictuel. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des transits multiples, des coupures multiples à cause du transit de planètes-là. On peut supputer certaines choses. On va faire une petite parenthèse. Alors ce ciel, justement, enfin, je sais que ce n'est peut-être pas votre domaine, mais enfin, ce ciel dont on nous parle, conflictuel pour 2010, au niveau individuel et au collectif, comment est-ce que qu'est-ce que vous avez au niveau collectif, on sent bien, on sait bien, c'est d'évidence que ça va pas et on ne sait pas où on va. Pour l'instant, le monde est plus opaque que jamais. Puisque moi je pense qu'il y a à la fois une crise économique, financière, mais il y a une crise de société, de sens. C'est-à-dire les sociétés dans lesquelles on vit, elles manquent cruellement de sens. Les gens ne peuvent pas être bien comme ça. Je veux dire. Oui, mais qu'est-ce qui... Oui, non, mais quand tout a été résumé de façon caricaturale par le matériel et l'argent, moi je veux pas faire le grand idéaliste. Je suis idéaliste de tempérament, autrement je ne serais pas astrologue, je pense. Mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas vivre dans des sociétés où la seule valeur, c'est l'argent, et c'est ce que c'est devenu. Oui, mais ma question, M. Besançon, c'est... Bon, donc on sait bien que ça ne va pas. Oui, on sait que ça ne va pas, mais est-ce que ça va se focaliser spécialement sur l'été 2010, enfin je veux dire parce que... Ah oui, non, mais c'est parce que, bon, par exemple, il y a Samuel Jean Wittenberg, là on était au colloque là, de Sources, là où beaucoup de gens, c'était sur la crise, donc vous imaginez, tout le monde a parlé de tout ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui font des analyses qui existent qui sont vraies depuis des années? Bon, est-ce qu'il y a une raison de se focaliser sur ce qui va se passer en 2010? Je vous dirais franchement que je fais peu d'astrologie mondiale. Voilà, c'est ça. Hein, je sais les transits qu'il y a, etc. Mais je m'amuse pas à essayer de trouver des dates, etc. On me demande pas de l'écrire pour un article, parce que je l'ai fait incidemment parfois quand il y avait un article à écrire, etc. Mais je sais qu'on est dans des temps très troublés, que probablement, avec tous les transits conflictuels qu'il y a, la crise est de loin pas terminée, et qu'il peut y avoir des soubresauts tout d'un coup inattendus. Alors ma question, plus précisément, c'est dans quelle mesure, justement, l'astrologie mondiale peut-elle interférer avec le destin individuel? Là, en l'occurrence, imaginez-vous qu'avec tous les transits qu'il y a, beaucoup de gens, là, il y a eu tous les gens qui étaient à la fin des signes mutables, qui ont eu des transits violents ces derniers mois. Hein, ces 2 dernières années, même ces 2-3 dernières années.
Et maintenant, c'est les gens qui vont être au début des signes cardinaux qui vont avoir le même problème. Avec Pluton en Capricorne, Jupiter, Uranus en Bélier, Saturne début Balance. Donc, plein de gens ont dans leur thème, comme il y a plusieurs transits composés en même temps et assez violents des planètes lentes, ils ont des remises en question importantes dans les X domaines de leur vie. C'est-à-dire qu'on voit en consultation, le ciel joue dans ce cas-là des gens qui ont des problèmes beaucoup plus radicaux qu'avant. On voit beaucoup de gens qui ont des problèmes de travail, c'est normal puisque c'est la réalité, et beaucoup de gens aussi qui se posent, qui vivent des remises en question affectives importantes. Et beaucoup de gens aussi, il y a des problèmes, de gens qui perdent d'autres gens, enfin, le problème, mort soudaine, de choses, c'est violent. Enfin, le problème, si vous voulez, c'est que ce sont des observations que même les non-astrologues font également. Donc, si vous voulez, la question est de savoir quel est l'apport de l'astrologie par rapport au constat qui est fait, parce que finalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que l'astrologue apporte? À quel degré il apporte quelque chose qui vient... En le situant quand même dans le temps. C'est ça. Est-ce qu'il est capable de... En le situant dans le temps. Oui. Les autres constatent que ça se passe, mais je veux dire... Alors justement, comment on peut situer dans le temps? Quand tous ces transits multiples s'éloigneront, donc vous pensez il y aura une période, comme il y a dans l'histoire et dans les sociétés, il y a des périodes de remue-ménage et de grande remise en question, et des périodes plus calmes, mais plus neutres. Donc là, vous voyez que ça va se prolonger pas mal de temps. Oui. C'est ça. À mon sens, au moins jusqu'en 2012. Voilà, donc c'est ça, c'est là-dessus que l'astrologue peut dire. C'est là que l'astrologue peut dire. Et il peut répondre aux gens pour la demande que font les gens par rapport à leur thème. Il peut leur répondre. Il y a beaucoup de gens qui se posent des problèmes aussi en ce moment. Non seulement ils peuvent avoir des problèmes de travail parce que il y a beaucoup d'entreprises qui licencient ou de restructuration même dans les entreprises. Donc les gens, même s'ils ne sont pas licenciés, se retrouvent souvent à travailler de façon différente dans de nouvelles conditions, etc. Ils ne vivent pas toujours bien. Il peut y avoir aussi une demande de certaines personnes qui de plus en plus, vu la pression que les entreprises exercent sur leurs salariés, ceux qui en ont marre de ça, on a vu les suicides, qui envisagent souvent de trouver une activité indépendante. Il y a beaucoup de gens qui ont envie. Les auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui ont envie parce qu'ils trouvent que ça devient arrivable dans les structures sociales classiques. Alors, on va toucher à un autre sujet qui est ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle le surdimensionnement de l'astrologie. C'est-à-dire que par exemple... Qu'est-ce que le surdimensionnement? C'est-à-dire, par exemple, le surdimensionnement, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure par exemple qu'on pouvait faire le thème de personnages célèbres, etc. C'est-à-dire l'idée que toute personne, en fait, c'est d'ailleurs une des choses qui est le plus satisfaisante pour les gens qui viennent à l'astrologie, c'est-à-dire que moi aussi j'ai un thème astral, comme Sarkozy, comme Obama, comme Rimbaud, comme... Pourquoi suis-je pas le même destin que ces gens? Oui, ou alors au contraire. Vous savez, on a cité l'autre jour à une conférence de sources, justement, Alain Ehrenberg, qui a fait un ouvrage qui s'appelait La fatigue de soi. Il disait que certaines personnes étaient déprimées parce que, justement, dans un processus d'individuation, finalement, c'est fatigant à un moment donné. Ah oui. Qu'on est porté, parce qu'un thème, c'est quand même lourd à porter. Alors, pour des gens d'une certaine stature, on peut comprendre qu'ils ont un destin, ils ont une mission, etc. Mais alors, mettre ça sur le dos de tout un chacun, c'est peut-être parfois on n'est pas tous des héros. C'est ça un peu. Oui. C'est ça que j'appelle le surdimensionnement. Ouais. C'est comme si on vous demandait de porter quelque chose qui est trop lourd à porter pour le commun des mortels, qui est à porter pour les grands personnages, qui ont des choses à vivre, qui sont taillés pour les vivre, et qui sont pas forcés. Mais moi, ce que je trouve important par rapport à un thème, au thème astral, au thème de naissance, etc., c'est d'arriver dans la vie à se réaliser complètement soi. Oui. Je ne parle pas de se réaliser socialement, spécialement, se réaliser dans l'ensemble. Aller jusqu'au bout de son thème, c'est satisfaisant. D'autant plus qu'il y a des personnages célèbres qui sont devenus célèbres pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais qui sont parfois puis la célébrité, assez douloureuses. Et puis la célébrité n'est pas forcément un signe de réussite. C'est-à-dire, on peut réussir sa vie sociale et pas réussir sa vie tout court. C'est-à-dire, il n'y a pas de recette. Et puis la célébrité qui est très célébrée superficiellement et médiatiquement, elle est souvent un poids.
la vraie liberté, c'est pas une trop grande célébrité, c'est l'inverse. Oui, c'est une prison. C'est parfois d'ailleurs. Ah ouais, on devient une image, on est obligé de coller à l'image, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est horrible la vie, c'est ce que vous disiez sur le mentionnement. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une petite poignée de gens qui le deviennent célèbres, qui le veulent en général, ça arrive vraiment tout seul. Je vais changer la cassette.